je me rappelle, ma mère m'avait dit, quand j'étais plus jeune, c'était strict chez nous. Puis ma mère puis mon père voulaient que je joue du violon parce qu'ils voyaient qu'il y avait du potentiel là. Puis ils ne voulaient pas nécessairement que j'abandonne parce que c'est dur de voir un enfant abandonner quelque chose qui est bon à faire. So, ma mère m'avait dit, moi, j'avais dit, je ne veux plus prendre de leçons de violon. Là. Je suis tanné. Là. Puis elle a dit, si tu ne prends pas de leçons de violon, tu ne joues pas au hockey. So, j'ai pris des leçons de violon. Je voulais pas. Hey, ça paye off. Ça paye off. Ça, je me dis, je suis comme, thank you, mom. Welcome to the Driven Dad Podcast, where we celebrate dads that live with passion and lead with purpose. On this show, we'll host some dads that live incredible lives. Being a dad is the most important job you'll ever have. Get inspired by our amazing guest dads that refuse to live life in mediocrity and live epic lifestyles with their families. Alright guys, bienvenue back sur le Driven Dad Podcast. Pour la première fois, on a une édition spéciale en français aujourd'hui. On reçoit un gars qui vit sa passion à fond depuis 25 ans. Artiste acadien reconnu, 4 albums avec Boisjoli, 4 en solo et bientôt un 4e avec Sale Barbe qui continue de remplir des salles partout. Mais derrière la scène, c'est aussi un père de 2 teenagers, un entrepreneur, puis un gars qui s'entraîne fort au CrossFit. Georges, bienvenue au Driven Dad Podcast. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est absolument mon plaisir. Yeah. So, on se connaît pas tellement personnellement. On se voit au CrossFit, actually. Yeah. C'est là qu'on a comme kind of établi notre latest relationship, si tu veux. Yeah. But je feel vraiment comme si que je te connais probably plus que toi, tu feels que tu me connais. Parce que tu as eu un impact comme plusieurs gens, surtout de notre environnement ici. Tu as eu un impact sur nous autres avec ta musique. Puis je dirais probably plus dans ma high school, early adulthood, où je partiais un plus. Yeah. Ta musique a vraiment eu une grosse impact sur ma vie. Puis I guess c'est comme ça que je feel comme si que, je te connais on a deeper level, probably. Yeah. But moi, j'aimerais vraiment que tu commences comme... Moi, je sais où tu es rendu aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment d'attendre, puis j'aimerais que tous nos listeners peuvent attendre l'histoire de ton cheminement de, où est-ce que tu as commencé à où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, puis comment est-ce que tu t'es rendu avec tout le succès essentiellement que tu as eu à ce jour. Wow! Premièrement, merci pour l'invitation. C'est mon plaisir. C'est mon premier podcast que je fais, actually. So, ça, c'est awesome. Soyez patient. Moi, j'ai commencé dans une famille musicale. Chez nous, on était 5 enfants. J'étais le plus jeune de 5 enfants. So, j'ai été le petit gâté de la famille. Puis, j'ai fait beaucoup de musique avec ma mère. C'est elle qui nous a comme tout. Elle a joué de la guitare, puis basically, elle nous emportait partout, dans les foyers de soins, dans les festivals. Je me rappelle d'avoir joué au Monument Lefebvre, comme la famille Béliveau. So, moi, j'étais le plus jeune de la famille, puis j'aurais chanté la harmony avec ma mère. Puis, à mesure que le temps avance, là, j'ai 9 ans. Ma mère dit, voulez-vous prendre des leçons de violon? Toi et ton frère Martin. So, on a pris des leçons de violon pour une couple d'années. Puis c'est vraiment ce temps-là que j'ai commencé à vouloir faire de la musique on my own. So, j'ai appris la guitare. J'ai quand même laissé le violon de côté, puis j'ai appris la guitare parce que je voulais m'accompagner moi-même. Avant ça, c'était ma mère qui m'accompagnait, puis c'est ma mère qui me disait qu'on s'est chanté. So, là, si je pouvais avoir un petit peu d'indépendance moi-même sur une guitare, ça voulait dire que je pouvais chanter ce que je voulais. Qui était du country, at the time. Country américain. J'ai fait mon high school, j'ai joué dans des bands, c'est là que j'ai rencontré des personnes comme Mike Bourgeois, Danny Bourgeois, les 2 frères Bourgeois avec qui j'ai joué plusieurs années avec. Chris Wheaton qui a fait partie de Boisjoli aussi. J'ai rencontré Mario Robichaud qui était un keyboard player de Bouctouche, Saint-Anne, excuse. Donc, c'est tous ces musiciens-là m'ont emporté à faire de la musique acadienne. En 1994, il y a eu le Congrès mondial acadien, ici, dans la région du Sud-Est. Puis, quand j'ai vécu ça, j'ai eu comme une espèce de piqûre de fierté acadienne dans le bras. Puis,
ma vision de faire de la musique américaine country a comme kind of changé right around there. Puis, pas longtemps après ça, j'ai commencé Bois-Joli. C'était toi qui étais comme le leader de cette band-là? C'est toi qui as initié cette band-là? Bois-Joli, c'était une idée de Hurt Leblanc, qui faisait partie de Bois-Joli au début. Lui a fait partie de Bois-Joli peut-être pour la moitié du temps. Le premier album, Hurt, était dessus. Puis c'est lui qui a eu l'idée de faire une band. Puis at the time, lui jouait avec une band à Bouctouche avec mon frère Jean. Okay. Mon plus vieux frère Jean, qui jouait du violon, jouait avec Hurt. Puis des fois, il m'invitait pour aller remplacer sur le bass player qui n'était pas là, ou juste y aller chanter de la harmonie, jouer de la guitare. So, c'était ça notre relation avec Hurt. Puis quand le congrès a passé, il y a eu une espèce d'envie de faire de la musique française. On a décidé de faire un band. Puis là, on a mis mon frère Martin dans ce band-là, Marcel Offray qui venait de près d'en haut, de ce que moi je viens de. Donc ça, c'était un vieux ami de famille qu'on a collé pour savoir ce qu'il voulait jouer de la musique, un petit brin jamais. Puis 10 ans plus tard, 4 albums plus tard, Bois-Joli a marqué some sort of génération dans l'Acadie pour sûr, parce que du 100%. Monde comme toi m'en parle, c'est là qu'ils ont soit rencontré le blonde à un show, un cocon, ou des affaires comme ça. C'est ça que c'est all about, right? Comme à la fin de la journée, comme c'est ces histoires-là qui sont vraiment comme... Oh, c'est tous des souvenirs que nous autres, on emporte comme... Pas rien que le monde qui voit le spectacle ou qui vit ça, mais nous autres aussi, on se rappelle de ces affaires-là. Comme il y a du monde qui nous parle. Je me rappelle, j'étais voir, puis ils nomment l'année, puis ils nomment la place, puis je peux te dire, je me rappelle de cette place-là. Tu sais, là. Right. Souvent, on a les mêmes souvenirs de ce qui s'est passé ce soir-là. Donc, on rencontre, puis là, je viens de virer 50 ans la semaine passée. Là, sur, là, bonne fête. Ben, merci beaucoup. Ben, là, je rencontre plein de monde qui sont pas mal plus jeunes que moi. Puis ils me content ces histoires-là, ça me tient jeune. Je veux dire, ça me tient jeune. Ben, si tu gardes le groupe de 1755, t'as un autre bon 25 ans à y aller. Ben, dans la world de musique. I guess so. Yeah. C'est une autre chose qui est vraiment cool about la musique, c'est pas juste comme l'impact de quand vous faites des shows et des choses comme ça, mais la musique même, c'est cool comment ça apporte la joie à du monde, comme que des histoires que tu sauras jamais about, but la musique, tu sais, comme juste des moments comme dans le car, tu crank une bonne tune de Bois-Joli ou whatever, quoi ce que c'est. Puis ce moment-là, cette chanson-là a mis la journée à chacun that much mieux, right? Puis ça, c'est really cool à penser parce que ça, c'est un impact qui va jamais finir. Tu sais, que je veux dire, comme that's an endless impact. Comme ça va arriver encore dans 2 ans, puis dans 10 ans, puis dans 20 ans, quand cette bonne tune-là, you know, party à Kajan, start dans un car à check-out, dans une cuisine à check-out, quoi de même, le monde va cranker ça, puis ça va amener de la joie à ce groupe de personnes-là every single time ça joue. Ça, c'est freaking cool, ça. C'est cool. C'est cool d'être associé à quelque chose comme ça, que ce soit, tu sais, là, des fois, je arrive à l'école, là, mettons, ou je parle à mes enfants qui sont à l'école aujourd'hui, puis ils me parleront de la musique qu'a joué cette journée-là, puis il y a une tune de Bois-Joli qui a kické in, puis là, tout le monde chantait les paroles, c'est là, du monde, parce que mes enfants vont à l'école à Moncton, donc c'est une école, l'Odyssée, c'est très international, tu sais, t'as des flags de partout, là. Oui. Puis ça, t'as du monde, des nouveaux arrivants qui sont là, puis ils attendent beau et chaud, puis ils savent déjà que c'est aïe, 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 tu sais, là. Donc, c'est kind of cool, T'as prêt de marquer some sort of que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ça marque des générations pareilles, parce que c'est un peu comme, tu sais, le C.B. Buddy puis Rudolph Friend, ça fait plusieurs années que c'est écrit, puis le monde le chante encore comme si c'était... C'est des classiques forever. Forever. Yeah. T'sais. Et ça va tout le temps être des bonnes tunes. C'est comme Mon Acadie va être chanté au 15 août, puis beaucoup de monde va résonner autour de cette chanson-là, puis ça va probably être way past après que moi, je suis gone. Yeah. C'est là.
Yeah. Ça sera encore là. Ça, c'est actually une awesome chose à penser about, right? Ouais. Comme quand tu penses à comme, leaving a legacy, instantly, tu laisses une legacy avec ta musique, jusque comme, littéralement, ça va continuer à jouer forever and ever, right? For decades, for centuries, probably. Tu y penses pas trop, tu sais là, but when you think about it, là, c'est là que ça s'en va. Là, Yeah. c'est là, puis c'est kind of cool d'être associé à ça. Yeah, 100%. Yeah. So, ça, c'est quand même comme le résumé, si tu veux, avec Boisjoli. So, qu'est-ce qui s'est passé après Boisjoli? Après Boisjoli, ben, on a fait 4 albums avec Boisjoli. C'était vraiment, vraiment le fun. Moi, je filais comme si, at that time, ça c'est en 2004, j'avais kind of fait le tour de ce que j'avais pu emporter à la bande de Boisjoli au niveau chanson, puis on dirait que je manquais d'idées de chansons de nouvelles chansons pour Boisjoli, puis je voulais faire autre chose. So, j'ai décidé d'arrêter Boisjoli puis commencer un solo project qui a porté mon premier album qui est sorti en 2006, qui s'appelait L'amour vient de nous sauver, qui était beaucoup plus country, American style country, mais de la langue française quand même, parce que je me voyais drôlement faire de la musique anglaise après d'avoir fait 10 ans avec Boisjoli. Right. That was my life. Là, ça allait être dans la musique française, mais je voulais quand même mettre les deux amours musicaux que j'avais, qui étaient la musique américaine country, sounding, avec des mots français. Puis cet album-là sorti, puis je hopais que le monde allait embarquer dedans, tu sais là, parce que c'était pas du Boisjoli, c'était beaucoup plus... c'était moins acadien, c'était peut-être plus country. Right. Puis le monde a vraiment accepté ça, puis j'ai runné un autre 10 ans avec ça. J'ai fait 4 albums solo. J'ai eu la chance de jouer avec ces musiciens-là que j'avais joué de ma première band high school avec Chris Wheaton, Danny Bourgeois, Mike Bourgeois. Cool. Ils ont joué avec moi à 17-18 ans, puis là, ils étaient en bec avec moi dans ce projet-là. Donc, Qu'est-ce qui était dans cette band-là, high school? les Rigouèches. Les Rigouèches. Les Rigouèches. Tu sais, là, typical nom de high school band, là, qui veut rien dire. Parce que nous autres, les Rigouèches, c'était comme... La vraie définition du mot, je pense que mon grand-père m'avait dit que c'était comme quand tu coupes un champ de foin, là, Okay. il reste tout le temps des brèches. Là. Mais il appelait ça des rigouèches. Next time que je drive après dans le haut puis je vois ça, là. Tu vas voir des rigouèches. Ouais. Checkez les Rigouèches, kids! Puis c'était actually comme ma première band, à part d'avoir joué avec ma mère puis OK. ma famille, c'était ma première band. So actually, comme j'avais repris le violon parce que j'avais laissé le violon de côté. Teenage years, là, c'était moins cool d'arriver à Les l'école. girls aiment en plus les guitares. Ils aimaient en plus les guitares at Ouais. the time, ouais. Puis les guys avec les shirts de Motley Crue, puis... J'ai eu la même scénario. Moi, j'étais drummer. Ben, tu peux pas emmener ton drum set à l'école ou aux parties. non. Tu sais, so j'ai fallu apprendre la guitare à one point. c'est ça, la guitare, c'est plus mobile. Yeah. So, c'est ça, le violon, je l'avais quand même laissé de côté. Puis, quand j'ai commencé cette band-là, high school, j'ai ressorti le violon. OK. Ça, là, c'est kind of ça ma première initiation à jouer du violon dans une band. Puis ça a plus ou moins emporté... ça a continué dans Boisjoli. Boisjoli, j'étais le lead singer, deuxième violon à mon frère Jean, qui était le joueur de violon extraordinaire. So, OK. je jouais pas beaucoup de violon dans Boisjoli. Puis j'en jouais presque pas dans mon affaire, dans ma carrière solo que j'ai joué après Boisjoli. So, vraiment, c'était extrêmement surprenant qu'à cette heure, j'ai en train de gagner ma vie à jouer principalement du violon dans un spectacle avec Salbab. Parce que je te dirais que si j'avais pas joué de violon, ever, je jouerais pas de la band Salbab. Parce que cette band-là a été créée autour de la joie de jammer ensemble. Right.
Puis, puis c'était la joie de jammer ensemble dans un contexte Cajun music. So, le violon était comme ideal pour jouer cette musique-là. Puis ma mère, je me rappelle, ma mère m'avait dit, quand j'étais plus jeune, c'était strict chez nous. Puis ma mère puis mon père voulaient que je joue du violon parce qu'ils voyaient qu'il y avait du potentiel là. Puis ils ne voulaient pas nécessairement que j'abandonne parce que c'est dur de voir un enfant abandonner quelque chose qui est bon à faire. So, ma mère m'avait dit, moi, j'avais dit, je ne veux plus prendre de leçons de violon. Là. Je suis tanné. Là. Puis elle a dit, si tu ne prends pas de leçons de violon, tu ne joues pas au hockey. So, j'ai pris des leçons de violon. Je voulais pas. Hey, ça paye off. Ça paye off. Ça, je me dis, je suis comme, thank you, mom. Ouais. Par chance, t'aimais le hockey. Par chance, j'aimais le hockey. Puis, j'étais pas bon. C'est pas la career right. C'est pas la career right. Non. So, quand est-ce que t'avais ton solo, ta solo career, c'était quelque chose que t'as enjoyé ça? C'est quoi que t'avais comme besoin de passer à travers de, kind of, pour comme aller à la prochaine étape, on va dire? Yeah. J'ai aimé ça. C'était une autre affaire. Premièrement, avec Bois-Joli. Suffit que c'était une band, puis c'était une band créée avec, du random people. C'était pas nécessairement... anyway, ça te donnait quelque chose de spécial. Mais là, quand tu viens à écrire des chansons, puis tu entends quelque chose de ta brain, puis tu deals avec une band qui ont leur propre sound, des fois, ça peut pas nécessairement aller ailleurs que ce que eux peuvent apporter à la tune. So, moi, quand j'ai fait mon solo project, j'avais des musiciens qui étaient skilled of the yin-yang. So, ça pouvait jouer n'importe quel style. Puis c'est comme toi qui décidais, comme, listen, c'est le style qu'on va jouer ici. Exactly. C'est ma tune, c'est moi qui écris, c'est moi qui décide kind of la whole deal. Right? Exactly. So, c'était pas nécessairement écrire une chanson pour une particular band. C'était écrire une chanson, puis ça pouvait aller anywhere. C'était nous autres à décider où que ça pouvait aller. So, j'ai vraiment aimé ça. J'ai fait 4 albums solo, puis j'ai travaillé avec les mêmes musiciens qui me suivaient dans les spectacles. C'était les musiciens que je travaillais avec dans le studio. Donc, on était des friends, on avait beaucoup, beaucoup de fun à travailler ensemble. Puis ça m'a donné aussi une compréhension de la business parce que je faisais beaucoup moi-même. J'avais mon own recording studio, so c'est moi qui recordais, moi qui produisais, moi qui mixais. Je travaillais pour des grants. Je travaillais avec les personnes pour faire le graphic, faire le marketing. J'étais vraiment les deux mains dans ça parce qu'on n'avait pas de manager, on n'avait pas de booking agent, on faisait tout ça nous autres mêmes. So, ça m'a montré comment est-ce que la business marchait. Puis ça, vraiment, c'est ça qui m'a donné un peu le goût de pouvoir faire quelque chose comme Salbarbe, parce que quand tu fais quelque chose essentiellement tout seul pendant une longue durée de temps, 100% de la pression est sur toi. Donc, dans les succès, c'est great. Ben, dans les not so successful nights, c'est endommageant à la personne qui porte tout ça. So, t'as des ups and downs de la music business. Puis, quand j'ai rencontré la gang de Salbarbe, j'étais rendu sur une tail end, un petit brin de ce que je pouvais amener à ma carrière au niveau nouvelles idées, tout ça. J'avais un nouvel album qui avait sorti. Ça continuait de la même veine. Ça montait pas plus haut, puis ça descendait pas plus bas. So, j'étais kind of un stagnant area. Puis quand j'ai rencontré les boys, j'avais l'impression qu'on était tous de la même space. Comme Jonathan Pinchot, qui était un artiste solo lui aussi, qui avait fait partie d'une band
avec son frère. Puis là, il était peut-être rendu au 4e album solo, lui aussi. Puis il cherche pour de quoi, tu sais, là, pour la motiver. Jean-François Brault, même affaire, il était rendu qu'il faisait moitié plus de musique. Il était radio guy. Éloi, c'était un producer dans un studio. Il avait comme plus ou moins mis la musique de côté pour élever sa famille. Kevin, c'est un artiste solo qui travaillait à Radio-Canada comme réalisateur. So, on était tous à la même place. Puis quand on s'est mis ensemble, ça fait en sorte que la joie de jouer de la musique était là. Puis le 100% de pression a devenu 20% de pression. Right. Puis ça, c'est incroyable. C'est incroyable parce que tu donnes 100% toi sur le stage. But il y a vraiment un... C'est pas rien que sur tes épaules que ça... La pression est kind of dissipée entre les 5. So. S'il y a une des 5 personnes qui a une bad day ou tu sais, qui est moins motivée, là, les autres peuvent le pick up. Et vice versa. Tu sais, quand ça change à l'autre personne, ben, let's go, boys. Tu sais, comme, on a tout le temps dit, nous autres, comme ça prend beaucoup pour avoir un mauvais show. Tu sais, parce que si tout le monde fait sa job, s'il y a une personne qui file pas up to par, le show va still être bon parce que les autres vont pouvoir donner l'énergie va être là pareil. Yeah. Ouais. Puis le light tech, les cues vont être pareils, puis le sound va être pareil. Puis so, c'est différent. Puis quand tu as une belle soirée, ben, tu célèbres ça avec tes frères, tes boys. Puis quand tu as une mauvaise soirée, au moins tu as quelqu'un à t'es pas tout seul dans cette affaire-là. So, je pense que c'était ça, l'union fait la force, c'était vraiment c'était la clé d'avoir et du succès et du fun, puis we'll see how it goes. So, j'ai plein de questions à votre salle bar, mais avant ça, j'ai une question comme juste about la musique ou les bands in general. So, quand est-ce que toi ou la band vous faites comme un creative low, on va dire. So, plus d'idées, plus d'inspiration. As-tu comme des go-to places à aller, comme physically ou comme dans ta tête? As-tu des choses comme des tricks que tu as développés au long des années pour comme sparker d'autres creativity? Puis, juste que les idées de tes chansons viennent d'habitude. OK. J'ai pas de place spécifique. Ça m'a déjà arrivé de le passer jusqu'à j'essaie d'aller back to my childhood. Là, so, j'aurais été après d'en haut. Right. Moi, je viens de Mermont-Cook, près d'en haut. So, j'aurais été comme à la pointe, à Beaumont. J'aurais parké là, tu sais, là, un après-midi. Puis j'aurais apporté une petite guitare puis essayer de sparker quelque chose. Là. Right. Usually, j'y vais dans ma brain, pas physically. So, si j'ai besoin d'inspiration, ces places-là, je vais essayer d'y aller in my head. Yeah. That being said, quand ce qu'on feel un low of inspiration, un musicien, souvent, c'est un autre instrument que ça prend. OK. So, moi, souvent, je vais acheter un instrument ou je vais souvent, c'est acheté, mais ça m'a déjà arrivé d'emprunter un instrument, peut-être aller chercher un violon chez mon frère Jean, qu'à chaque fois que je le prends, ça m'emporte ailleurs, ça m'inspire ailleurs. Right. Souvent, c'est quand on est stagnant dans la création, c'est à cause que nos outils autour de nous autres sont... On tourne autour de la même affaire sur cet instrument-là. Right. So, moi, mettons que je trouve que toutes mes tunes sont pareilles. Si je les écris sur la guitare, ben, je vais aller en écrire une sur la basse. OK. Ou je vais aller sur le piano. Puis, je suis pas un joueur de piano, là, but Right. le fait que je suis pas un joueur de piano fait en sorte que je vais essayer de me démarrer pour trouver T'essayes des nouvelles affaires. C'est ça. Yeah. Je vais définitivement pas aller... Je vais pas jouer le piano comme que je joue une guitare. Right. So, le beat va être différent, les accords vont être différents, la mélodie va être différente. Puis, probablement que les paroles vont suivre l'inspiration que cet instrument-là m'a apporté. Right. L'autre jour, je m'ai acheté une lap steel. Cool.
pedal steel. Nice. Lap, pedal steel. Parce qu'il n'y a pas de pédale, mais il y a 2 levers Ah, OK. sur ta main. So, tu peux jouer ça comme une steel guitar. Ben, je suis addicté. OK. Je passe des heures sur Là, ça. il va y avoir des nouvelles idées qui viennent de ça. Il y a déjà des nouvelles idées qui viennent avec ça. So, c'est ça qu'un nouvel instrument fait. OK. Puis, je veux dire, je suis probablement pas le premier à dire ça, mais souvent, comme dans notre band de Salbab, c'est usually ça qui arrive. Il y a des nouveaux instruments qui arrivent, des guitares de l'Italie avec des boutons, puis des affaires, puis des... Tu sais, comme moi, j'ai une guitare où il y avait un built-in tremolo dessus. Une vieille guitare des années 60, il y avait une petite batterie dedans. Ben, tu sais, tu fliques la guitare, puis tu as le tremolo dessus, ben... Ça fait de quoi? Right. Ouais. So, essentially, ça que tu as à dire, c'est que c'est une super legitimate excuse pour pas que vos femmes disent anything si vous avez des nœuds. Exactly. Exactly. Moi, j'ai comme j'use la similar technique avec comme des mountain bikes ou des bicycles, ou Right. des affaires de la gear. Là, C'est ça. c'est tout différent. Tu peux tout en trouver une justification. So, si on fast forward back ou si on retourne à Salbab, je suis vraiment intéressé d'entendre plus à votre cette band ici. Pour moi, personnellement, c'est cette band-là que j'ai, on va dire, le moins de personal experience à aller voir des shows et des choses comme ça. Mais j'ai entendu beaucoup parler about votre succès puis comment bonne qu'est vos shows puis tout ça. So, tu nous as dit comment est-ce que la band a commencé, les membres de la band, tout ça. Comment ça fait longtemps que vous avez fondé cette band-là? Le premier show, c'était en 2017. OK. Puis vous avez quand même eu comme un succès assez rapide, right? I would say. Yeah. Ben, vraiment, en 2017, c'était la première gig. On avait booké ça au Pas Perdu, aux Îles-de-Madeleine. OK. C'est un petit bar de 250 personnes. T'as une couple de tes membres qui vient des îles? Oui, Right? les deux Pinchot, Éloi OK. puis Jonathan Pinchot, c'est originally des îles. OK. Puis moi, j'avais comme j'ai un pretty good following aux Îles-de-Madeleine. OK. Donc, on s'est premièrement rencontrés, it's a funny story, je sais pas si on a le temps, mais essentiellement, it's a weird story qu'on est tous ensemble, mais il y avait 3 des membres de la band qui s'avaient mis ensemble pour faire un projet à travers le Canada. C'était une TV show. Donc, Jean-François Brault était le host, Éloi Pinchot était le musical director, puis Kevin était le producer, réalisateur de la show. So, ils s'en gagnent à travers le Canada pour faire ce show-là à la recherche de relève. So, dans les... comme after hours, puis les soirs, puis les journées off, tout ça, ces 3 guys ici, ça faisait de la musique ensemble. Ils ne connaissaient pas that much. Okay. Ils commencé à faire de la musique, puis on commence à triper, puis tout ça. So, quand ils ont fini le tour, ça finit en Nouvelle-Écosse, Kevin m'a collé, il dit « Hey, on fait de la musique ici, tu devrais venir, ça serait le fun, on parle peut-être de faire une band. » So, moi, j'étais comme « Yeah, ça sonne kind of cool. » So, je décolle à Baie-Sainte-Marie avec mon chum Jean-Pascal Comeau. Yep. On descend là. J'avais apporté ma roulotte, j'avais un travel trailer at the time, j'ai apporté ça, j'ai parké ça en arrière du Airbnb qui vient louer, puis pour 3 jours de temps, on a fait de la musique ensemble. Puis, à la fin de ça, c'est ce temps-là que Éloi a dit « Hey, on va faire une band, veux-tu jouer de la band? » Comme vraiment pour rire, pour juste avoir du fun parce qu'on voulait pas que ça arrête. Okay. On avait assez de fun à jouer de la musique ensemble, à jammer ensemble, qu'on voulait pas que ça arrête. So, il a dit, je vais caller mon chum qui run le Pas Perdu, que moi, j'avais déjà joué là. So, il call son chum, il dit, on a une band ensemble, il a tout nommé les guys, puis il dit, on aimerait aller jouer là. So, ils ont booké 2 soirs au Pas Perdu. On arrivait là, nous autres. Moi, j'avais jamais rencontré Jonathan, qui est le frère à Éloi. Okay. Que lui, il n'était pas à la Baie-Sainte-Marie, mais il avait été demandé de faire partie de cette band-là, puis il était tout excité, puis on allait jouer du Cajun music. That was the whole
clincher. C'était qu'on allait jouer de la musique qu'on n'était pas nécessairement comme... On connaissait pas cette musique-là. C'est-tu un genre de musique qui est pas qui a pas beaucoup de bandes qui fait, comme en français? Ouais. Je pense que c'était... La raison pour ce qu'on a fait la Cajun, c'était la simplicité de la patente. C'était la simple music. Puis, je pense que at the time, les éléments étaient là. Kevin avait arrivé avec un petit fer. Éloi était comme parti sur une playlist de Cajun, probably dans une plane, je sais pas, il a tombé sur une playlist de Cajun, puis ça a kind of sparké l'idée de faire la band. Puis quand on a mis une playlist ensemble, ben, il n'y avait pas une tune qui avait plus que 2 accords. Tu sais, là, c'était comme simple music assez. Right. On savait qu'on pouvait aller aux îles de Madeleine, still faire de la musique ensemble, triper, puis que ça allait pas... on n'allait pas jouer du Phil Collins. Là. Ça allait être assez simple, comme patente. Puis même si on se trompe, c'est pas la fin du monde. Puis on s'est trompé en masse. Puis ça a été de même. On a fait les 2 shows. C'était great. Le monde a aimé ça, malgré que le monde ne savait pas trop à quoi s'attendre. Puis on l'a fait 1 an plus tard. Really? À la même place. OK. Donc, on a passé tout l'hiver à juste se parler de gear, de band, de... Mostly gear, je te dirais. Puis là, l'année d'après, on a dit, on va-tu back au Pas Perdu, on devrait faire la même affaire. Puis Éloi a eu l'idée de « Let's record the show ». OK, cool. Yeah, pas vidéo, mais juste audio. Yep. Parce que à chaque fois qu'on se rencontre, il faut pratiquer 2 jours pour réapprendre ce qu'on avait appris l'année d'avant. Tu sais, là, ça faisait trop... Il y avait trop de span entre les gigs. So, on a pensé, on va recorder les choses, au moins on pourra écouter la recording. Right. Pour Un pratiquer. refresher. Un refresher. Ouais. Puis ça donne que ce recording-là a devenu notre premier album live au Pas Perdu. Ah, no way. OK. Il a été signé avec un label à Montréal. Que ça donnait que Éloi avait une copie du mix, 3-4 mois avant que ça sorte. Puis il a fait écouter ça au head du label, puis le label a dit « Yeah, I like that. Moi, je signerais ça. » Wow. So, we got a label right off the bat. Puis on a commencé à faire des shows. Almost free, OK. je te dirais. Ça a commencé vraiment en bas de l'échelle. But tout le monde était comme « Yeah, on va faire. » Tu sais, là, on s'habillait en suits. Puis on jouait des petites places, des fois, 200 personnes. Puis on load un trailer, tout trempe de sueur. Après, load un trailer gear. Puis ça a été de même, je te dirais, jusqu'à la pandémie. Tu sais, là, slowly, ça grimpait. Puis là, la pandémie nous a kind of stopped in our tracks parce qu'il y avait half la band qui était au Nouveau-Brunswick, l'autre half était au Québec. On ne pouvait pas vraiment se voir. Mais quand on est revenu, quand les salles de spectacle ont commencé à rouvrir, nous autres, on était comme kind of already... la train était déjà comme startée. Là. Right. On avait plein de shows qu'on n'avait pas pu faire. So, on commence à rescheduler ces shows-là, puis tout ça. Puis là, ça commence à grimper. Comme on a été d'un 4x6 trailer à un 5x8 trailer à un 11x16 trailer à un 38 pieds trailer à un 53 pieds trailer dans à peu près 18 mois. Wow. Yeah. Wow. Ça, c'est crazy. C'était crazy. Huh. Yeah. Wow. Puis, tu m'as mentionné ceci, which qui blow my mind, puis je veux vraiment entendre parler de ça. Mais vous avez récemment sellé out le Videotron Center à Québec City. Yeah. Comment de monde que ça tient, ça? Qu'est-ce que ça veut dire sell out? Je pense que c'était 13 000. Wow. 13 000 is sold out crowd. Insane. Ouais. Dirais-tu que le Québec est où est-ce que vous êtes le plus des superstars, on va dire? Je pense qu'on est aussi tant bien connu en Acadie qu'au Québec. OK. Mais
la différence, c'est que usually, une band acadienne est plus connue en Acadie qu'au Québec. Right. But ici, on est aussi tant connu au Québec qu'en Acadie. Mm. So, on est rendu un household name au Québec, which est incredible. Huh. C'est là, parce que moi, je me rappelle de vouloir jouer au Québec pendant la plupart de ma carrière, puis on jouait un petit brin de la Gaspésie, on allait jouer aux îles de la Madeleine tous les années. Mhm. Mais vraiment, au Québec, là, des places jusque l'Abitibi, puis jusqu'à Gatineau, partout autour de Montréal. C'est tout du nouveau pour moi avec Salbab. OK. C'est quoi que j'ai jamais fait avec d'autres bands. Donc, puis on joue, c'est sold out partout. C'est kind of crazy parce que c'est kind of le running gag qu'on a joué 186 fois le dernier spectacle qui s'appelait À boire debout. Puis c'était tout sold out. Wow. Yeah. Puis juste pour faire ça clair à tout le monde qui écoute, 186 fois dans un an, right? Dans un an et demi. Dans un an et demi. Yeah. Ça, c'est nuts. C'est nuts. Ça, c'est comme une show à toutes les... Probably comme 2 shows par semaine, kind of thing, on Ouais. average. Là. Yeah, on average. Nous autres, habituellement, les working weeks, c'est 4 shows. OK. So, on va faire 4 Tu shows. line up 4 shows comme une après l'autre, type Yeah. of thing. OK. Puis beaucoup de ces shows-là, c'était 2 shows à la même place. OK. Puis là, on move on à 2 shows à une autre place. OK. Puis là, on break pour des fois une semaine, des fois 3 jours, puis là, on le ferait back. OK. So, essentiellement, de la touring season, c'est 4 shows par semaine. OK. So, ça se peut qu'un mois, on fait 16 shows. Wow. Yeah. So, toi, t'as 2 teenagers, right? Yes. OK. Life on the road, à être un père avec des kids, puis une partenaire à la maison. Parle-moi de ça un petit peu. C'est-tu tough? Comment est-ce que vous managez ça pour que tout le monde soit happy? Yeah. C'est tough. Je te dirais que c'est tough. On est chanceux qu'on est comme la band, Salbab, on est tous kind of dans le même bateau. Ça doit helper big time. Tu sais, on a pas mal tous proches de la même âge. Puis nos enfants sont plus ou moins proches de la même âge aussi. Il y a Jean-François qui est un petit peu plus jeune, puis lui, il a des enfants jeunes à la maison. Donc lui, ça demande beaucoup plus de... souvent, si on joue dans la région de Montréal, ben lui, il va drive. S'il est 1 heure et demie de drive, là, il va probablement s'en aller. Il hang pas out avec vous autres, c'est Non, ça, il va probablement s'en aller parce que le lendemain matin, il faut que ça soit debout Yep. tôt le matin puis tout ça. Moi, sur notre côté, à cause que nous autres, on travaille beaucoup à Montréal, donc on a tout le temps 2 jours de plus Right. gone. Puis souvent, si on a 1 3 jours off, on va pas s'en venir pour back monter. Donc, on n'est pas souvent à la maison. Puis moi, j'ai une blonde extraordinaire. So, il n'y a jamais eu de... Il n'y a jamais eu de mauvais feeling envers resentment. Tout le monde est fier de mon succès, puis que je suis en train de vivre cette vie de... Mon grand-père appelait ça la vie de party, là. Rockstar life. C'est pretty much ça. But quand j'ai à la maison, par exemple, j'essaie d'être présent. C'est ça, je suis présent pour ma femme, je suis présent pour mes enfants. C'est comme... J'ai un homebody quand j'ai à la maison. So, c'est moi qui fais les soupers, c'est moi qui fais le ménage, les drives, les taxis pour les enfants. Quand je suis là, je dis à ma femme, relax. So, je manque quand même beaucoup de choses parce qu'il y a du stuff qui arrive que je suis on the road, puis je sais que j'ai en train de manquer ça. So, quand je suis à la maison, j'essaie de profiter de le temps de famille, soit en vacances ou juste, mardi soir, random mardi soir, si je file comme si que on a besoin d'un family bonding, ben ça va se faire. Right. On n'espère pas nécessairement à la semaine de vacances cet été pour faire quelque chose avec en famille.
Ça, c'est awesome. Yeah. Je file vraiment comme ta passion pour ce que tu fais, puis que je peux te dire que tu es fier de ce que tu fais, still to this day. Tu sais, même si tu as une carrière de 20 quelques années, Yeah. je peux still feel qu'il y a encore de la... Still some fire there. Là, Oh, tu sais. yeah. Puis c'est vraiment cool comment est-ce que ta famille est behind toi, essentially. Puis je suis sûr que je feel comme comment important que c'est à toi de vivre la vie que toi tu vis. Puis c'est also super cool de... Puis je souligne que c'est pas mal rare que someone poursuive une passion comme que toi t'as poursuivi. Whether c'est dans la musique ou anything else, right? Usually people just kind of roll through life. Tu sais, they go through the punches, puis pay the bills, puis, you know, that they accept life as that, là, tu sais. C'est vraiment cool de voir quand quelqu'un poursuit une passion. You know, je pense que c'est pas une coïncidence que tu as eu du succès, c'est parce que tu le fais pour les bonnes raisons, right? T'es passionné de ça, tes fans feel ça, tu fais de la bonne musique, t'as de la fun, t'as also attiré des good band members parmi toi à cause de toutes ces choses-là aussi, right? Which que, en fin de compte, vous avez un grand succès dans ce point-ci de ta carrière jusqu'à t'es. So, Qui est kind of surprising, parce que c'est pas souvent que ça arrive si tard dans une carrière, tu sais, là, comme... right. Surtout musical, comme on parle de... Musical, c'est quasiment comme un athlète, tu sais, là, comme t'as un prime. T'as quand même un prime, puis usually le prime is older... Right. Younger, right? Yeah. So, à mesure que tu vieillis, tu deviens un artiste de nostalgie. Right. Comme le monde va voir... le monde qui a été voir Guns N' Roses 2 ans passés à Moncton, ils n'ont pas été voir Guns N' Roses pour le dernier album à Guns N' Roses. Ils ont été voir Guns N' Roses pour jouer la nostalgic music qu'ils apportent back de la jeunesse. On a also pas été les voir parce qu'ils sont bons. Parce qu'ils sont plus d'être bons. Ils sont plus bons. Non, mais tu sais, tu deviens un peu une nostalgic band, puis c'est très rare que de ta quarantaine, you're a new band, you're new stuff. But qu'est-ce qui est kind of cool, puis correct me if I'm wrong, but là où moi je vois ça, c'est que vous autres, vous avez créé essentiellement une nouvelle image de vous autres même, parce que vous avez créé comme une nouvelle brand. Yeah. Ça, c'est kind of comme si que vous êtes nouveau à la scène de la musique, parce que Salbarbe n'existait pas avant, puis ça, il existe, right? Yeah. So it still feels like it's fresh. Yeah. C'était pas ici 10-12 ans passés, ça. Yeah. C'est still... Oui, Georges Béliveau, ça fait 25 ans qu'il fait de la musique, mais Georges Béliveau est, il est membre de Salbarbe, mais c'est comme Salbarbe est la nouvelle image. Yeah. So it feels fresh, it feels new. Even in the looks, je veux dire, tu sais, là, comme... On met des suits. Moi, j'ai un grand crise de chapeau, you know, avec un 5-inch brim. So, c'est pas quoi que le monde est habitué. Si mettons que tu arrives et tu sais pas qui est Salbarbe, tu savais qui était Georges Béliveau 20 ans passés, puis tu vois Salbarbe, tu sais pas que c'est Georges Béliveau là. Right. Là. C'est vraiment pas la même vibe. C'est pas la même vibe du tout. T'as juste un gars ici, semi-skinny guy, après de faire semi-skinny. des leg kicks, puis, you know, c'est pas quoi que tu voyais, là. Avec Boisjoli ou même avec mon choix à moi. So, c'est vraiment... c'est une opportunité de se réinventer aussi. So we had fun with it. Personality-wise, off and on stage, comme avant que tu embarques sur le stage, flippes-tu une switch? Moi, j'aime vraiment penser à le terme alter ego. So, je suis un huge fan de comme quand tu fais quelque chose, tu mets ta Superman suit and you become that person that you need to be the best at that thing. So whether c'est comme au travail, quand tu t'assis à ton laptop, tu mets tes lunettes, puis ton jacket que tu mets tout le temps pour faire ça. Puis là, quand tu es un papa, tu ôtes ce chapeau-là, tu mets l'autre chapeau, and you become that person. Yeah. C'est-tu kind of the même que tu vois ça comme, when it's time to put on the show? Yeah. Oui. Je te dirais que avec Salbarbe, c'est encore plus évident que c'est ça qui arrive parce que on met un uniforme,
on met le Superman cape, là. Moi, quand je mets le suit, puis je mets le chapeau, puis je suis tout... Je suis dressé up, là. Yep. Puis je m'en vais dans un show où ce que... Ben, le public ils sont déjà conquis, là. Ils sont là, c'est plein. Ils sont fired up déjà. We're hearing them cheer, puis on est backstage, là. So, premièrement, ça te donne une grosse confiance. Puis moi, je kind of joue some sort of an alter ego anyway. Comme c'est pas un personnage que je joue, mais c'est définitivement exagéré. Right. Quand je suis sur stage, puis je suis habillé de même, so j'exagère. Je vais exagérer comme l'humour. Yeah. C'est là où je vais être plus smiley, je vais être plus funny, je vais être... You put on a show. put on a show. Yeah. Yeah. Puis So- c'est half de ça que le monde va pour, right? Comme, Oh, that's what they... C'est pour ça qu'ils se lèvent pour danser, puis qu'ils rient, puis qu'ils... pour sûr. Nous autres, le dernier show qu'on a fait, on a joué 10 nouvelles tunes off de l'album. So, quasiment half du show, le monde ne savait pas ce qu'étaient les tunes. Parce que l'album faisait juste de sortir, puis on a commencé la tour qui était déjà sold out un an avant. So, le monde avait acheté des billets sans même savoir ce qu'étaient les nouvelles tunes qui allaient être sur l'album. So, on les a tirées, ces nouvelles tunes-là, puis le monde les a pris. Le monde se levait de bout après une tune qu'ils ne connaissaient pas parce que Éloi était tout trempé dessus après de jouer de l'harmonica, puis Right. c'était juste so much... T'étais assez impressed de ce que tu te faisais juste de voir Right. que tu t'as levé de bout. It wasn't even about the song. C'est là. C'est juste l'énergie qui... Comme le monde feel l'énergie, right? Yeah. So vraiment, c'était comme... C'était un petit leap of faith de dire qu'on va mettre 10 nouvelles tunes dans un show, Right. puis run avec ça, puis by the time qu'on a fini la tour, ben c'était ça les hits OK. du show. OK. You know, c'était les nouvelles chansons. OK. Huh. Quand ce qui était on the road, comme je sais que quand ce qui était chez nous ou chez vous, tu traînes à CrossFit. Quand ce qui était on the road, as-tu le temps de comme prioritiser ta santé ou ton fitness side of things, ou c'est-tu kind of comme, you know, je focus sur la musique puis les shows puis that's all I have time to do, and then quand tu viens back à la maison, tu kind of tombes back dans ce groove-là. Y a-t-il une manière à kind of continuer à focuser sur ta santé puis ton fitness quand tu es on the road? Oh, je te dirais que oui. Des fois, c'est plus facile, actually, on the road qu'à la maison, parce que on a moins de distractions on the road. Comme je t'ai dit tantôt, on fait 4 shows dans une semaine. Ben, c'est usually mercredi, jeudi, vendredi, samedi. So, mercredi, ta journée est un petit peu plus remplie parce que c'est ton setup day, t'as un soundcheck à faire. Ben, mercredi, t'arrives rien que là, après le souper, là. So, toute la journée, mercredi, est consacrée pour, justement, faire un workout, arranger les petites affaires que tu avais besoin d'arranger business-wise dans ta personal life or something like that. So, j'essaie tout le temps. On the road, c'est la seule affaire qui est désavantageuse, c'est usually les lieux. Comme on n'est pas tout le temps dans des hôtels où les gyms sont great. Right. But où les gyms sont great, on fait sûr d'y aller. Puis moi, je suis chanceux que j'ai Jean-Pascal Como qui nous suit, qui est un gars aussi qui va au gym. C'est lui qui m'a actually starté à CrossFit à Dieppe. OK, cool. So lui, c'est notre soundman, puis on va tout le temps se kind of s'encourager un l'autre. So, un va dire, va au gym aujourd'hui, puis si toi tu pensais non, ben le fait que lui a envoyé un petit email, ben OK, je vais y aller. Yep. On reste à un hôtel qui s'appelle le Montville à Montréal, puis à Montréal, c'est tout le temps le même. On adore cet hôtel-là, puis le gym est actually pretty good. So, on arrive à la journée, usually on arrive la veille de notre premier spectacle à Montréal. OK. So, la veille, c'est tout dans la journée, on dit qu'on fait le Montville, qui est basically un Murph, but
Il y a 20 étages. On fait comme up-down, 20 étages. On start là. OK. Puis là, on fait le 100 push-ups, 200 sit-ups, 300 air squats. Puis on fait avec les 20 étages. Hey, c'est un méchant bon workout. C'est Nice. le J'aime, monde. j'aime l'affaire des étages. Les Ça, c'est étages. cool. Ouais, Yeah, ouais. yeah. Puis en haut, il y a comme il y a le rooftop terrasse, là. OK. Si on arrive au 20e, puis usually, c'est une chaleur à corvée dans les steps, là, tu sais, là, Yeah. derrière. Je veux de l'oxygène. Ouais, pas mal. Comme, la show business, c'est pas vraiment une industrie qui est connue pour comme être en santé Non. facilement, on va dire. Yeah. Ça a-tu tout été une priority pour toi ou as-tu eu comme un moment où c'était comme, OK, I need to make a change here? Ouais, moi, je te dirais que c'est un moment. OK. Ça n'a pas tout le temps été une priorité pour moi. Although j'ai tout le temps été sportif de ma vie. J'ai joué des sports jusqu'à ce que Organized Sports n'existait plus, là. Mhm. Puis j'ai worké out off and on dans ma vie. Ben là, comme récemment, quand j'ai commencé le CrossFit, c'était I wanted to change et je voulais être juste in shape. Mhm. Ça me tentait d'être in shape, ça me tentait d'être sur le stage puis être comme Confiant. confiant, full of energy. Mm. Puis là, j'ai kind of été obsessé un petit brin sur ça parce que c'était kind of right après la pandémie, on était encore dans on sortait pas souvent, Right. puis on jouait pas beaucoup de musique, puis là, je m'avais décidé que now's the time. So, j'ai commencé le CrossFit, puis je te dirais que ça a été une des meilleures décisions de ma vie parce que ça a aidé tous les aspects de ma vie. Cool. Ça a aidé, premièrement, beaucoup plus d'énergie. Je filais beaucoup plus confiant. Sur le stage, je pouvais faire un meilleur show. Comment de monde qui m'ont dit que je sais pas où tu trouves ton énergie pour faire ce show-là. Puis c'était un 90-minute show. Puis je me rappelle, j'avais le whoop at the time. Right. Parce que le whoop, je le mettais. Soit je le mettais sur ma jambe ou je le mettais. Je voulais savoir qu'est-ce que était mon heart rate. Puis Yeah. ce que je renais. Puis je me rappelle, j'ai fait un show à Moncton. C'était le premier show qu'on faisait au Capitol. Puis j'étais extremely excited, là. Puis j'ai checké, puis je pense que j'avais comme piqué à 195 heart rate. 800 Wow, calories or something like that. Là, Wow. C'était ridiculous, là. But je pouvais le faire, puis je pouvais still performer, still chanter. Right. Je paraissais pas comme si que je strugglais. T'es après mourir. Ouais. Ouais, quand tu penses about it, c'est... I mean, ça devrait être un essential part d'être on stage, c'est d'être en bonne santé. Ben, right, to prioritize your fitness. C'est sûr, c'est comme qu'est-ce qu'on voit, mettons, on a vu de le passé des bands jusque des vieilles bands, là, jusque c'est pas tous des Mick Jagger, là. Tu sais, là, il y en a qui sont out of shape, Yeah. puis peuvent plus chanter, ils sont tout essoufflés, puis tout ça, puis on les garde pour kind of pity, tu sais, là, Right. tu penses, Yeah. il y a moins bien vieilli que d'autres mondes, Yeah, si tu yeah. gardes Sting, là. Right. Tu sais, right. là, ou tu sais, du monde qu'on court comme full-on, même shape qu'avions 30 ans passés, Yeah. puis c'est encore top shape, ben, tu checkes qu'est-ce qu'est le diète, puis, Yeah. you know. Yeah, puis c'est beaucoup ça comme quelqu'un qui performe all the time pourrait essentially user ça pour sa fitness la plupart du temps. As long qu'il met une priority sur bien manger puis avoir des bonnes coutumes de vie Yeah, on the outside of that. c'est right? ça. But c'est vraiment sharp de voir que toi, t'as eu comme ce moment-là. Je dis souvent au monde, comme tu sais, when you look at the whole global aspect of life, comme si tu veux avoir du succès anywhere, whether c'est business, financial, avec ta famille, tu sais, être un bon père, show up pour ta famille, te sentir bien, tu sais, pour toi-même, puis accomplir toutes les choses que tu veux faire,
il y a beaucoup d'aspects que tu peux improver dessus, que tu peux focuser dessus, but c'est as simple as commencer à focuser sur ta own santé, right? Yeah. Comme vraiment établir une bonne, un bon rhythm avec ton fitness, à manger bien. Everything else kind of falls into place after that. Puis c'est un snowball effect. Yeah. Si toi, tu te sens bien, tu es en bonne santé, tu as de l'énergie, everything else kind of falls into place, right? Tu auras plus d'énergie à focuser sur ta business, à faire plus d'argent, à donner plus de freedom à ta famille, à show up comme un bon père, and so on, and so on. Des bons exemples aussi, tu sais, là, c'est... 100%. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé ma healthy trail, là, 5 ans passés déjà, ben, ma femme a suivi. Tu sais, là, elle aussi a commencé à aller au gym, puis worker out, puis Ça yoga. aide puis- beaucoup aussi. La household est comme kind of sur le même train. Là. Yeah. Ça help vraiment beaucoup. Puis tu sais, on s'encourageait un l'autre, puis we had something in common, on workait out ensemble les week-ends. Tu sais, là, elle allait à un autre gym, mais moi, j'y allais, je payais ma session, puis j'y allais avec elle, puis ça me donnait something in common à faire avec... Puis là, même à cette heure, on fait comme family weekend workout, là, le dimanche, on va aller... Nice. Puis là, man, mes j'aime deux, ça. mes deux Ça, autres c'est enfants sont into it. Là, ça vient, Awesome. puis ça fait ça. Puis... Awesome. C'est vraiment cool, comme tu as dit. Comme tu peux dire toutes sortes d'affaires à tes kids, mais si tu montres Yeah, la bonne exemple, exactly. ils vont comprendre, right? Because ils vont noticer, OK, tu vas au gym, puis là, ils vont noticer, tu sais, papa a plus d'énergie, papa est plus patient, Yeah. he looks better. Yeah. Tu sais, Papa, 50 ans? So, what? Qu'est-ce que tes filles disent about toi comme étant Georges Béliveau comme t'es pas Mick Jagger, mais t'es quand même la royauté acadienne, on va dire. Ben, je pense qu'il trouve ça cool. Je pense qu'il trouve ça cool. Justement, j'ai récemment eu ma birthday, puis j'ai eu une carte de ma fille, ma plus vieille fille, qui m'a dit que, basically, j'étais comme pas un mentor, mais un Role model. Role model. Tu sais, là. Mais ça, ça m'a vraiment... Parce qu'elle, elle est musicale aussi, puis... Mais je pense que c'est la première fois que j'avais lu quelque chose comme ça, ou la première fois qu'ils me disaient quelque chose comme ça. Parce qu'à part de ça, je suis juste le père. Tu sais, là, je suis pas nécessairement Georges Béliveau, l'artiste, là. Mais le fait que j'ai vu, j'étais un role model pour ma fille, ça m'a touché premièrement. Puis j'ai vu que ils savent ce que je fais. Puis ouais, ce que je fais. C'est pas juste blindly, même si que la plupart du temps que je le fais, ils sont pas là. Right. Mais souvent, je les emporte. Je fly out ma famille. C'est une extended weekend à Montréal. On va faire ils vont venir voir un spectacle. Ou des gros spectacles comme le Centre Vidéotron, ils étaient là. On a joué les Plaines d'Abraham au Québec, ils étaient là. On a joué les Francopholies de Montréal, ils étaient là. So, ils savent ce que je fais. Tu sais, là. Puis, je feel comme s'il y avait une fierté quand même de leur part. Puis, c'est pour ça que quand je décolle, ils savent pourquoi. Puis quand j'arrive, on est excités de soir, puis on passe du temps ensemble. So, it's a good balance. Ça, c'est awesome. J'aime assez ça d'entendre ça. Puis, j'aime ça parce que le monde qui travaille fort, puis tu sais, comme tu fais des sacrifices ou des investments pour faire ce que tu fais, puis parfois ça te met, you gotta go away from your family, tu sais, faut que tu t'en ailles de eux, mais quand ce que tu les invites à venir voir tes spectacles, puis venir avec toi quand tu travailles, essentially, il n'y a pas une meilleure manière qu'ils vont comprendre comment
apprécier, tu sais, ce que tu fais. Yeah. Apprécier, ils vont plus comprendre que c'est un investissement au lieu de juste voir comme, ah, tu sais, papa est gone. Yeah, Tu sais, exactly. they're really gonna feel ta Ouais. passion dans ce que tu fais. Mm. Comment cool que c'est. Comme, tu sais, Yeah. les accomplissements que tu as eu puis que tu as après d'avoir. Ça, c'est vraiment cool, je pense. Puis ça, c'est comme, je pense que ça s'applique à anything, à anyone qui travaille full towards anything. Mhm. D'impliquer tes enfants dans comme ton day-to-day, whether c'est comme une business que tu owns, tu sais, amène tes kids à la meeting. Mhm. Quand tu vas meeter cette personne importante, tu sais, comme make them understand Mhm. the sacrifices that you're making for the family, type of Mhm. thing, tu sais, puis l'investissement dans comme être passionné dans ce que tu fais. Je pense que c'est comme super important, puis il n'y a pas une meilleure manière Non. à les faire guetter. tu Yeah. sais. Ah, c'est sûr que si tu vois une personne passionnée, ça te montre c'est quoi une passion peut t'emporter. Mhm. Puis quand on est jeune, je te dirais que c'est ce temps-là, faut que tu drive. Mhm. Yeah, you gotta be the squirrel, tu sais, là. Mhm. Moi, je l'ai été, puis je me rappelle, j'ai fait beaucoup de stuff que je fais plus, là, puis je Right. ferais pas, Mhm. rendu à mon âge, mais ce temps-là, c'était une drive Mhm. qui allait, puis quand je vois les jeunes au jour d'aujourd'hui, à cet âge-là, en train de essayer de faire ce que nous autres, on a fait, ben, c'est pas fait tout seul non plus, là. Ça, c'est pour ça qu'il faut montrer l'exemple, Mhm. il faut encourager les personnes, puis you have to go get it. C'est aussi simple que ça. Je me rappelle quand on faisait des albums, là, on n'avait pas d'argent à faire des albums, on n'avait pas de connaissance de rien, Mhm. mais il fallait still que tu trouves une manière, puis tu chases ici, puis tu chases ça, puis des meetings, puis des affaires, puis Mhm. c'était vraiment une passion que je hope que mes enfants vont avoir dans le job of choice, ou whatever ce que ça va être. Je sais que ma plus vieille a 17 ans, elle jongle, elle est smart dans tout. Elle est smart à l'école, elle est artiste, elle peut chanter, elle peut faire du théâtre, elle fait de l'impro, elle a des goûts partout. But the only thing que je peux lui dire, c'est qu'il faut que tu sois passionné de ce que tu vas vouloir faire. Mhm. Puis ça peut pas être motivé par l'argent. Mm. Yep, I love that. Puis je crois que beaucoup, comme souvent les gens ont peur de comme commencer something, right? Because you're starting at rock bottom. T'es pas un pro yet. Non. Puis c'est probably exactly là. Toi, t'as commencé. Yeah. La first time t'as eu une band, ou même la first time que t'as devenu un solo artist. Comme tu start à zéro, essentially, right? Ouais. Puis comme il n'y a pas de garantie que t'auras any kind of success. Non. But le seul garantie, c'est si tu start pas. Si Yeah. tu n'essayes pas, tu n'auras absolument pas de succès. Right? Exactly. So, I think getting over that kind of comme le stress ou le worry de failer quelque chose, je pense que c'est ça comme la biggest thing à faire. C'est comme pas avoir peur de failer. Yeah. Si tu as failé, ça veut dire que tu as essayé quelque chose, which Yeah. is better que la plupart du monde, right? Exactly. Puis les jeunes, je pense comme si je pourrais donner comme un mot d'advice, c'est comme, si tu as quelque chose en dedans de toi, if you got a fire inside, juste essaye-le. Yeah. Try it out. Pour sûr. Le worst qui va arriver, tu vas Feed prendre de the quoi. fire. Yeah, exactly. Yeah. Exactly. Au sujet de Salbarbe, qu'est-ce qui est comme la vision comme long term? Like, vous en allez de la prochaine année, prochaine 5 ans, 10 ans, c'est-tu comme un long term project, c'est ça? Ou avez-vous comme un plan ou c'est kind of just like ride the wave? On a comme un sort of plan. Je veux dire, c'est rendu ce qu'on est tout de suite, on run ça peut-être un tour at a time. So, on va commencer une tour au mois de septembre. On est en train de recorder un album tout de suite qui va sortir pas mal en même temps qu'on commence la tour. So, ça va être semblable à la dernière tour où les shows sont déjà vendus. Comme là, on start nos shows au mois de septembre, mais tous les shows en 2026 sont sold out.
OK. déjà. Wow. Puis, ils savent même pas ce qu'on va chanter parce que l'album n'est pas sorti encore. So, c'est ça, on va jouer jusqu'à 2027, 2028, ce tour-là, probably. Cet été, on s'en va à La Rochelle, en France. Première gig qu'on joue sur le territoire français. On y va à perte. Ça va nous coûter plusieurs $1000 à y aller faire le spectacle parce que c'est une gig de développement. On va essayer de taper in dans ça. Donc, faut que tu sortes à Chupar. Êtes-vous absolument inconnu en France ou avez-vous... Je pense qu'on est absolument inconnu. OK. Ouais. Je suis kind of surprised that comme je feel que vous avez du potential là, right? Yeah. Le potentiel est là, but as of now, il faut y aller en personne parce que the music is not known. Right. On ne connaît pas that much. So, je pense que ça serait comme un long term, peut-être, quand on parle de 5 years, là, ça serait within 5 years, essayer d'avoir un marché qui existe en dehors du marché québécois puis acadien. OK. Puis j'ai une business question pour la music industry. Comme, where is money made? Comme, qu'est-ce qui fait le plus d'argent? C'est une show? Nous autres, c'est le spectacle. OK. Y a-tu de l'argent à faire comme residually sur des albums, comme quand le monde joue votre musique sur des différentes plateformes, puis ça? Il y en a. Nous autres, on en fait un petit brin. On est une band de 5 artistes, donc on n'est pas un solo artist. Si un solo artist ferait la band sorte d'argent que nous autres, on ferait peut-être que lui, ça voudrait peut-être dire, I don't know, 50% of his annual salary, but à cause que nous autres, on est 5 avec un manager, avec un booking agent. Tu divises ça à tout le monde. C'est pas ça le main money maker du salaire. Nous autres, c'est vraiment les shows, c'est ce temps-là que il n'y a pas beaucoup de residual income qui rentre. Malgré qu'on vend quand même des albums, nous autres, physiques. On est une des seules bands au Québec qui vend encore des physical albums. Le monde qui vient nous voir à nos shows ont quand même un certain âge. C'est pas des jeunes de 20 ans là, qui n'ont jamais vu un CD. Puis le monde qui achète encore des... Jusqu'à l'année passée, anyway. Tu as des bands qui vendent des records? Yeah. Yeah? Les vinyls, c'est back in. OK. La plupart des bands qui tournent auront un vinyle. Avant même un CD. OK. C'est comme ils feront... S'ils vont reproduire des physical copies, ça va probably être vinyl. Yeah, je peux definitely voir ça, parce que moi, je suis un collector, ça, comme j'aimerais ça collecter les vinyls. Yeah. Ce serait cool. Ben, c'est ça que je pense que le monde, quand ils veulent acheter un album, right now, le vinyle est back in style. Yeah. Mais c'est also comme de quoi que c'est un petit peu comme un piece of pride, comme dans ton salon ou whatever. Pour sûr. T'as le beau cover, tu es display in a cool way, dans un beau rack or something. Ouais, puis tu peux faire un beau, des belles photos dedans, tu peux les apprécier. Yeah, c'est vraiment cool. Yeah, moi j'aime ça des vinyles aussi. J'ai un record player chez nous, puis j'ai tombé dans ce trend-là, 4-5 ans passés, là, puis ben vraiment, j'ai des CDs, des boîtes, puis des boîtes, puis des boîtes de CDs que j'ai même plus de place à les écouter. Right. So, nous autres, c'est sûr que si on joue pas, il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent qui génère. OK. So, as far as comme continuer à utiliser cette band-là comme votre source of income, source of livelihood, ça va tout le temps être faire des shows qui vont être... we'll have to put in the sweat. Yeah, OK. Ben, je veux dire, c'est ça qu'on... C'est ce temps-là qu'on a plus de fun ensemble, c'est quand on joue de la musique. Anyway, c'est là. C'est pas les 2-hour band meetings, là, les lundis matins, là, qui m'excitent. Quand on est sur la scène, puis on fait un spectacle de... C'est là où vous shinez. De 2 heures, ben, c'est les 2 meilleures heures de la journée. Every day. So... Yeah, that's cool. So, avant que je te laisse aller, Georges, j'ai une dernière grosse question pour toi. So, si on regarde comme down the road, dans plusieurs années, après que ta musique est finie, puis si tu regardes back sur ta carrière, puis sur ta vie comme professionnelle, puis comme père, comment est-ce que tu voudrais que tes filles te décrivent?
Grosse question. Hein. Si, boy. Ben, j'aimerais qu'il me décrirait comme... Je te mets on the spot. pas mal, hein? Yeah. Je pense que ils pourraient dire c'était un musical ambassador, genre, Mhm. de la musique acadienne. Mm. Je pense que anytime que tu voudrais décrire moi comme artiste, faut que l'Acadie soit inclus dans la description, je dirais. Mm. Parce que sans ça, I'm just another face in the crowd. Mm. Mais moi, dans ma tête, je suis... C'est kind of comme comment est-ce que je décrirais Roland Gauvin. Mm. Mhm. Tu sais, Mm. Roland, il a fait plein de choses dans sa vie, mais tu vas tout le temps l'associer à l'Acadie. Une legend de l'Acadie. C'est ça, Mm. you know. So, je pense que, hopefully, c'est le même qui vont me décrire. Hopefully. Cool. Yeah. Cool. I love that. Ouais, Georges, merci beaucoup d'avoir venu sur la show. Puis merci d'être l'inspiration que tu es dans le monde de l'Acadie, le monde de la musique. Puis aussi, j'ai appris beaucoup de toi comme un père aussi. Puis merci de nous inspirer de ce côté-là, d'être un père qui suit sa passion, but qui show up vraiment pour sa famille quand tu es à la maison puis quand tu es avec eux. So, j'ai vraiment apprécié ton temps sur la show avec moi. Merci pour l'invitation. Mon plaisir. Yes, sir.